Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup de votre présence aussi nombreuse dans cet amphithéâtre, mais je n'en doutais pas. Donc, au nom de GEM, bienvenue. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Bertrand Badie cet après-midi. Alors, Bertrand Badie, beaucoup d'entre vous le connaissent, donc je vais essayer de résumer très rapidement. C'est donc un fin spécialiste des relations internationales et de ces incertitudes qu'il observe depuis maintenant plus de 4 décennies. On lui doit une perspective historique et sociologique des relations internationales où il repense les conflits et les crises internationales, mais également les grands concepts des relations internationales tels que la puissance, la souveraineté, ou l'identité au travers de concepts tels que l'humiliation ou la connivence qui font d'ailleurs toute l'originalité de sa pensée et la pertinence de ses thèses. Et celles-ci, ces thèses font référence au-delà de la France et il est l'auteur de très nombreux ouvrages qu'il me pardonnera de ne pas tous citer parce que sinon on va y passer toute la conférence. Donc c'est enfin penseur du concept de puissance lui qui a écrit il y a quelques années L'impuissance de la puissance, que je vais lui céder la parole et que je vous laisse découvrir sa vision du thème de la conférence d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, merci de cette présentation, merci de cette invitation et merci aussi d'avoir répondu aussi massivement à cette invitation. Pour quelqu'un qui s'apprête à quitter la scène, c'est toujours très fort et émouvant de voir des scènes aussi remplies. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de filet, donc on va tous ensemble essayer un saut périlleux. Je vous laisse deviner d'ailleurs comment écrire saut en la matière. Je vais essayer devant vous, ce qui est dans le processus d'un livre que je vais publier à la rentrée prochaine, d'inverser nos paradigmes. Vous savez que les relations internationales se sont construites, se sont pensées, dit en anglais, ça fait plus sérieux et plus fort, comme power politics. Eh bien, maintenant, je voudrais vous montrer comment un paradigme peut être plus fécond, plus intéressant, plus explicatif, certainement plus interprétatif, est en train de naître à travers l'idée de weakness politics. Je continue à le dire en anglais pour que vous me preniez vraiment au sérieux. C'est-à-dire montrer comment la faiblesse tente à se conceptualiser en relations internationales et permet d'expliquer différemment un certain nombre de processus dont l'incompréhension nous conduit à parler facilement et paresseusement de chaos international, de désordre international. Je pense qu'il n'y a pas de chaos international, il n'y a pas de désordre international. Je pense que le monde est au contraire extrêmement ordonné. Il est très ordonné en cela qu'il tente à se structurer selon des lignes que nous ne voulons pas voir, que nous ne voulons pas comprendre. Alors quand on ne veut pas voir et quand on ne veut pas comprendre, c'est très simple. On dit que c'est le chaos. On emploie même quelquefois des termes un peu plus triviaux que je n'oserais pas utiliser ici. Mais en réalité, il y a un renouveau paradigmatique qui est en train de s'accomplir et dont je voulais qu'on parle ensemble. Alors, la première question, c'est, puisque vous m'y invitiez indirectement tout à l'heure, c'est de voir d'où est venu notre engouement pour la puissance. Car, contrairement à ce que notre culture pourrait nous conduire à penser, la puissance n'est en rien la pierre angulaire de l'international et encore moins de l'altérité. Penser que l'altérité n'est concevable qu'à travers un rapport de puissance, c'est tout simplement rester fidèle à une culture qui s'est construite à partir de la Renaissance européenne et qui s'est maintenue autant que faire s'est pu jusqu'à la chute du mur, en tout cas jusqu'en 1989. C'est penser que le système westphalien est un système nécessaire. Or, c'est un système qui n'est ni nécessaire dans l'international et le mondial, ni encore moins nécessaire dans l'altérité. Et si on pense les systèmes
alternatif au système westphalien, ce que nous oublions toujours de faire, c'est-à-dire avant Westphalie, il y avait des empires, et les empires ne fonctionnaient en partie à la puissance, mais pas seulement à la puissance, et certainement pas à la compétition de puissance. Quant au système segmentaire, eux ne fonctionnaient pas du tout à la puissance, mais selon une autre logique. L'invention de la puissance comme construction centrale à l'international, c'est en quelque sorte un accident de l'histoire. C'est quand il a fallu, en sortant du Moyen-Âge, construire un ordre politique en rupture avec le système féodal. Et cet ordre s'est peu à peu défini comme étant la juxtaposition d'unités politique, territoriale, souveraine. Ça, c'est la grande révolution dans notre histoire politique. C'est la naissance de notre modernité politique, c'est-à-dire considérer que la modernité politique était de gouverner les hommes par l'usage de cette territorialisation du politique et transformer cette territorialisation du politique en juxtaposition d'unités territoriales souveraines. Ça, avant la Renaissance, ça n'existait pas. À partir du moment où on admet cette construction, cette bizarrerie, juxtaposition d'unités territoriales souveraines, on forge un concept central qui est le vrai concept central des relations internationales, qui est celui de compétition. J'en ai parlé hier soir encore à M. de la Palisse. À partir du moment où l'on est dans une logique de juxtaposition d'entités souveraines, la compétition est la seule dynamique possible du système. L'international devient synonyme de compétition, ce qu'il n'était ni dans la logique impériale, ni dans la logique des systèmes segmentaires. Et Hobbes a magnifiquement résumé cette idée en disant « mais s'il y a compétition, cette compétition étant entre souverains, il ne peut pas y avoir de loi commune. Donc, le principe qui anime cette compétition, il est unique, c'est le principe de puissance. Comment peut-on penser une compétition entre unités politiques souveraines, entre unités territoriales, autrement que sous l'effet de ce carburant, ce mystérieux carburant qu'est la puissance. Ce qui veut dire très simplement que le jeu international, c'est ce combat de gladiateurs dont nous parle Hobbes dans le Léviathan, cette infinie compétition de puissance. Infinie compétition de puissance qui n'a pour seule limite que son entropie. Et c'est la raison pour laquelle, et là je crois qu'on est au centre même de l'édifice de notre culture westphalienne de l'international, c'est la raison pour laquelle l'idée de puissance a été immédiatement corrigée par l'idée d'équilibre. C'est-à-dire, pour que l'ensemble survive, il faut que cette puissance soit équilibrée de manière à ce que l'on ne soit pas dans une logique de guerre sans fin. La guerre a un statut qui est celui du paroxysme, qui est celui du point d'aboutissement de cette compétition de puissance, mais ne peut en aucun cas être l'expression d'une totale pérennité. À partir de ce moment-là, évidemment, nous débouchons sur cette terrible et très pessimiste conclusion qui consiste à dire que l'état normal des relations internationales, c'est sinon la guerre, du moins la guerre potentielle. Et c'est la raison pour laquelle la paix n'a jamais été définie dans cette tradition autrement que comme étant la non-guerre. Mais ça veut dire quelque chose que le grand historien et sociologue que vous connaissez tous, j'imagine, Charles Tilly, avait bien mis en évidence. Cela veut dire qu'il y a une dialectique sans fin entre la guerre et l'État. L'État, comme je l'indiquais, ne pouvait avoir pour vocation que de faire la guerre, et la guerre avait pour principal effet de renforcer l'État, war-making, state-making, et simplement le caractère trop corrosif de cet adage se trouve corrigé
par cette idée de balance of power. Ça tombait bien, c'était déjà le maître concept de la théorie constitutionnelle anglaise. Anglaise, pays évidemment de Hobbes, et la boucle est bouclée. Ce qui est intéressant, c'est que ce pilier fondamental de la puissance nous renvoie à une désincarnation sociale totale, correspondant à la guerre telle qu'elle existait dans le premier temps westphalien, c'est-à-dire une compétition interétatique, en réalité une compétition entre princes, cette espèce de tournoi permanent auquel ses cousins se livraient dans l'espace européen. Le premier grain de sable dans l'engrenage, ça a été quelque chose qui reste, hélas, insuffisamment étudié, mais qui va être prometteur pour l'avenir, qui est la socialisation de la guerre. Les sociétés sont tenues à l'écart de la guerre westphalienne, sauf quand celle-ci aboutit à des razzias ou, bien sûr, de manière plus indirecte, à des épidémies, des famines, qui viennent ainsi toucher les sociétés. Mais sinon, les sociétés restent en dehors. La grande inversion de la Révolution française, c'est d'avoir socialisé la guerre, c'est-à-dire d'avoir favorisé ce processus d'appropriation sociale de la guerre. Désormais, les guerres sont les guerres des peuples, levés en masse, les lois Jourdan, 1792, et surtout cette identification nouvelle des peuples à la guerre. La guerre n'est déjà plus tout à fait une compétition de puissance, puisque la guerre doit, comme dit le chant du départ, conduire les tyrans au cercueil. Ce n'est pas une compétition de puissance, c'est un choix social et politique. Et ce processus de socialisation de la guerre va donner en quelque sorte le premier coup de canif à la notion de puissance ou de la notion pure de puissance. On ne se fait plus la guerre uniquement dans une compétition de puissance, mais désormais aussi dans une compétition de projets sociologiques et politiques. C'est déjà une première entache. Mais ce qui est intéressant, c'est que le XIXe siècle va réagir en confortant le statut de puissance. Deux auteurs. Au début du XIXe siècle, Clausewitz, cette idée selon laquelle la guerre a une finalité politique qui vient confirmer l'essentiel, c'est-à-dire que c'est bien dans la concurrence, dans la compétition politique entre États que vient s'afficher la logique de guerre et la logique de puissance. Le deuxième, c'est évidemment Carl Schmitt. Carl Schmitt qui nous introduit à l'idée que le propre de la guerre est de susciter l'ennemi, ce dont a besoin la nation pour survivre. En quelque sorte, il y a une repolitisation de la nation, là où la socialisation de la guerre semblait amener vers, au contraire, l'essor et le développement de médiation sociale. La guerre, par la vision schmittienne de l'ennemi, se débarrasse des médiations sociales qui pesaient sur elle. Au contraire, bien entendu, les deux guerres mondiales vont conforter ce schéma. Et d'un certain point de vue, la Première Guerre mondiale marque le paroxysme de la puissance. Le fait que le vaincu ne soit pas invité aux négociations du traité de paix montre que seule la puissance pure fait la décision. Il ne peut y avoir d'espace propre à la négociation politique. Le rapport de puissance fait la décision. C'est le rapport de puissance qui produit le juste. On leur a payé très cher. On sait ce que cela a valu que de pousser ainsi la puissance jusqu'à son paroxysme et en faire un mode d'humiliation des peuples. La Deuxième Guerre mondiale va aller d'un certain point de vue encore plus loin, parce que la puissance ait pu en même temps remporter la victoire décisive sur le Reich, mais avoir cette connotation morale et vertueuse d'avoir pu terrasser le monstre nazi, venait doublement authentifier la puissance.
Et on ne s'étonnera pas que la science politique des relations internationales naissante véritablement et de façon décisive, puisqu'avant il n'y avait que des prémices, la naissance décisive de la science des relations internationales en 1945, à travers le livre de Morgenthau en 1948, Politics Among Nations, sous-titré Power, n'est-ce pas? Power Politics. Comment donc la politique de puissance était doublement validée comme marque même de l'identité des relations internationales. Cette puissance avait permis de gagner et de construire un nouvel ordre international, et cette puissance était vertueuse puisqu'elle avait chassé le mal. Ça, c'est une idée bien installée aux États-Unis et qu'on aura du mal à faire partir. Alors là-dessus, évidemment, la guerre froide va être, comme disait Pierre Asner, ce magnifique réfrigérateur qui permettra de conserver toutes ces vieilles trouvailles conceptuelles. Et effectivement, la guerre froide va être un moment d'autant plus remarquable pour faire l'apologie de la puissance qu'elle s'enrichissait de la ressource nucléaire, du pouvoir militaire nucléaire. Et donc, jusqu'en 1989, la puissance régnait en maître. Régner en maître jusqu'en 1989, c'est parce qu'on ne voulait pas voir. C'est parce qu'on ne voulait pas voir les prémices. Avant 1989, des choses étranges s'étaient produites. Regardons ensemble. 1954, dans la cuvette de Dien Bien Phu, le faible bat le fort. Alors, c'était une erreur, il y avait du brouillard, etc. Il se trouve que pour la première fois, l'inversion du grand modèle fondateur des relations internationales était confirmée et allait avoir un impact tout à fait remarquable. Les guerres de décolonisation, d'une façon générale, vont conduire le malheureux Hobbes à se retourner par 2 fois dans sa tombe. La première fois parce que la guerre décisive n'est plus la guerre interétatique, mais la guerre entre un État et un non-État, ou en tous les cas d'un État en devenir. La deuxième, et peut-être encore plus remarquable d'un certain point de vue, c'est que peu à peu une lézarde importante distinguait victoire politique et victoire militaire. On pouvait vaincre militairement, mais curieusement, contrairement à ce que pronostiquait Hobbes et que théorisait Clausewitz, le vaincu militaire pouvait devenir le vainqueur politique. Après tout, l'armée française a gagné la bataille d'Alger en 1957 et a été battue politiquement lorsque les accords d'Évian ont donné au FLN ce qu'il demandait et ce qu'il attendait. Au Vietnam, en février 1968, l'armée américaine gagne face à l'offensive du Tet. Cette grande offensive dont attendait tant le Nord-Vietnam a été défaite par l'armée américaine, mais c'est bien la victoire militaire du Tet qui a conduit à la défaite politique des États-Unis au Vietnam. C'est au moment même où ils gagnaient la bataille sur le terrain militaire que l'opinion publique se retournait et demandait la paix. Il y a là une médiation sociale qui commence à s'autonomiser par rapport aux choix et aux décisions militaires. C'est-à-dire que cette socialisation de la guerre commence à produire ses effets presque 2 siècles après le début de ce processus de socialisation. Il n'y a plus de solidarité entre la victoire militaire et la victoire politique. Mais il y a quelque chose de plus profond qui est en train de dessiner lentement la décolonisation ou la pré-décolonisation. Ce chapitre de notre histoire mondiale que l'on ne regarde que distraitement, genre de programme qu'on ne traite au lycée que vers le 10 ou 15 juin, au moment de la dispersion. Et pourtant, si véritablement nous sommes aujourd'hui l'héritier de quelque chose,
c'est de tout simplement le fait d'être héritier d'une décolonisation ratée. C'est-à-dire, nous payons dans la nouvelle configuration de notre système international la facture d'une décolonisation totalement ratée. À la base de la décolonisation, dans les premiers soubresauts qui ont marqué celle-ci, deux éléments auxquels nous n'avons pas été attentifs. Dès le début du XXe siècle, le monde se reconstituait hors d'une logique westphalienne. Ça, on ne l'a pas vu monter. On n'a pas vu monter ces contre-courants au système westphalien, tel que je le décrivais il y a un instant, que sont la constitution d'un panafricanisme dès 1900, d'un panasiatisme dès les lendemains de la Première Guerre mondiale, d'un panislamisme dès les années 20 et la disparition du califat, et d'un panarabisme quelque temps plus tard. Ce sont des courants qui venaient non pas tant chercher à compléter le système westphalien ou l'universaliser, mais chercher à construire de nouveaux rassemblements politiques qui ne correspondaient plus du tout à la grammaire étatique. À la base du panafricanisme, nous ne trouvons pas les premiers leaders de l'indépendance africaine. À la base du panafricanisme, nous retrouvons les Noirs américains, issus du sud des États-Unis, du monde caraïben, les Marcus Garvey, les Webb Dubois, ou ces personnages haïtiens assez étonnants, comme par exemple Benito Sylvain, des personnages pour qui État, indépendance n'avait strictement aucun sens. Ce qui faisait sens, c'était une nouvelle revendication à laquelle on ne prêtait pas attention parce qu'elle ne s'inscrivait pas du tout dans la grammaire westphalienne, qui s'appelait antiracisme, anti-esclavagisme, anticolonialisme. Mais pas anticolonialisme au nom de l'indépendance, anticolonialisme au nom de la revendication de l'égalité des droits. Et ce phénomène va grossir dans toute la première moitié du XIXe siècle au fil de tout un tas de conférences à Bruxelles, à Manchester, la dernière, la grande, celle de 1945, à laquelle participera Kwame Nkrumah, par exemple, et va, comme je le disais il y a un instant, s'étendre aussi au panasiatisme, où on voit, main dans la main, au lendemain de la Première Guerre mondiale, des Japonais, des Chinois, Sun Yat-sen, qui lance les premières conférences panasiatiques, qui crée un front panasiatique. Il n'est pas question d'un État chinois, mais d'un front panasiatique, main dans la main avec des intellectuels japonais, et puis aussi avec des représentants de l'Indonésie, des Philippines, du Parti du Congrès. Chandra Bose, par exemple, qui viendra et qui manifestera ainsi sa solidarité. Lorsque le califat va être aboli en 1926, première conférence pan-islamique au Caire, suivie d'autres qui auront lieu à la Mecque, mais aussi à Jérusalem en 1931, où il ne sera pas question de construire des États-nations, de construire ces nouveaux power politics, où il sera tout simplement question vaguement de remplacer ce califat déchu par un nouveau type de rassemblement. En fait, le mot qui domine, c'est rassemblement. Se rassembler pour un ordre mondial plus justien, ben alors l'État, ben il n'en est pas question. Il n'en est pas question, et ceci m'amène peut-être à un des points centraux de ma démonstration. C'est que les grands leaders qui vont apparaître dans ce que l'on va appeler le tiers-monde à mesure que s'opère la décolonisation ne sont pas, contrairement à ce qu'on a dit, des bâtisseurs d'État, ce sont tout simplement des libérateurs. Dans la tête d'un Nkrumah, dans la tête d'un Sékou Touré, dans la tête d'un Samora Machel ou d'un Julius Nyerere ou d'un Modibo Keïta, le problème, ce n'est pas de construire un État. Au Mali, en Tanzanie, en Guinée, au Ghana, c'est le panafricanisme, ce qui est tout à fait autre chose. Et il y a même, dans les mémoires de Nkrumah, cette phrase saisissante où il dit « mais si on construit des États chez nous, on va se faire piéger par le colonisateur ». Cette espèce de méfiance à l'égard de la reconstruction de ce système westphalien est quelque chose qui va très profondément marquer cette génération, moyennant quoi, lorsqu'elle arrivera au pouvoir, qu'est-ce qu'elle fera? Non pas des États, mais des ersatz d'États, qui seront de pâles copies de l'État du colonisateur,
qui n'auront qu'une faible légitimité, mal compris, incompris, rejetés par les populations libérées et généralement ne survivant qu'en étant en situation de clientélisation privilégiée auprès de l'ancienne puissance coloniale, ce qui va donner notamment la France-Afrique, ce qui va donner le Commonwealth, ce qui va donner encore bien d'autres choses. C'est un ordre politique qui ne se marie pas avec le power politics. Et puis, en même temps, presque en même temps, apparaît un phénomène encore plus important d'un certain point de vue, puisqu'on en parle tout le temps, qui est la mondialisation. Et la mondialisation, vous savez qu'on ne peut pas la définir, la mondialisation, aucune définition n'est acceptée, donc ne vous laissez pas piéger par les faux prophètes. Personne ne sait exactement ce qu'est la mondialisation, mais on en connaît les symptômes. Et les symptômes de la mondialisation, c'est l'inclusion, c'est l'interdépendance, c'est la mobilité. L'inclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe, et ça on n'a pas vu venir la chose, d'un système international qui était par définition composé d'états de puissance, sinon égales, du moins semblables, ce qui conduisait le politiste britannique Martin White de dire « mais la guerre n'est possible que finalement si elle se fait contre son semblable », à un système international profondément asymétrique où coexistaient la Chine et Sainte-Lucie, le Botswana et les États-Unis, etc., etc. Le grand problème, c'est qu'à partir du moment où on entrait dans une telle asymétrie, la puissance ne pouvait plus être une unité de compte. C'est-à-dire que si, dans le système westphalien, chaque État pouvait rivaliser en puissance avec un autre, dans le système qui se mettait ainsi en place, les inégalités étaient telles qu'il fallait trouver d'autres principes d'organisation internationale que celui de l'équilibre de puissance. L'interdépendance, c'est encore plus. J'ai retéléphoné exprès à M. de la Palisse pour lui dire « mais s'il y a interdépendance, il n'y a plus de souveraineté ». Et M. de la Palisse a dit « j'aurais dû y penser plus tôt ». C'est une belle lapalissade. C'est-à-dire que nous entrons dans un système où l'interdépendance économique, sociale, politique entre les États, entre les parties du système international est telle que la puissance perd de sa vertu, celle qu'elle tirait de la compétition, puisque par définition, la compétition vient se défaire sous les coups de l'interdépendance. Et avec une mondialisation fondée sur l'interdépendance, qu'est-ce qui est le plus déterminant, le maillon fort ou le maillon faible? Tout le monde vous le dira. Dans un système interdépendant, c'est le maillon faible qui est déterminant. Et effectivement, ce système dans lequel l'avenir de la Grèce est plus déterminant de celle de l'Union européenne que l'avenir de l'Allemagne, nous entrons dans un système où ainsi, peu à peu, la faiblesse s'installe. Quant à la mobilité, qui est liée au progrès des communications et des transports, c'est aussi une révolution qui va s'attaquer au principe de puissance. Si la mobilité est forte, la territorialisation se défait. Dans ce monde qui se déterritorialise, la puissance perd ainsi de son support. Et perdant ainsi de son support, elle perd de sa capacité. Et donc, face à la mondialisation, on voit bien la crispation, et notamment la crispation qui s'opère chez le leader. Le leader, l'hégémone, les États-Unis, aux prises à une réflexion triangulaire. Face à cette mondialisation croissante, que se passe-t-il? Eh bien, dit M. Bush et les néoconservateurs, l'universalisation de nos valeurs sera d'autant plus facile. Idée selon laquelle la puissance pourra à ce moment-là se régénérer grâce à la mondialisation des valeurs de l'hégémone messianique. Face à quoi la réplique des libéraux est une réplique en ordre dispersé. Le libéralisme aux États-Unis se coupe en deux. Ceux qui disent la puissance américaine peut résister à la pression croissante de la mondialisation. Ça, c'est le fameux Léviathan libéral de John Ikenberry, l'idée selon laquelle le libéralisme est en soi une puissance et donc ne peut que se régénérer à mesure que la mondialisation se constitue, du modèle obamien dans lequel, effectivement, la puissance est dénoncée comme étant désormais source d'impuissance. La critique du hard power, de l'intervention militaire, est le choix
de revenir vers ce qui était le berceau du libéralisme, à savoir le libre-échangisme, et de reconquérir sur le plan du marché ce que l'on ne peut plus gagner sur le plan militaire. Et la troisième option, vous la connaissez, c'est celle de M. Trump, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, face à la mondialisation, maintenir l'hégémonie, c'est avoir un réflexe nationaliste, c'est-à-dire la mondialisation est bonne à prendre quand elle rend service aux intérêts nationaux américains, elle doit être laissée de côté dans la plus totale indifférence lorsqu'elle leur porte atteinte. Mais tout ça, ce ne sont que des crispations d'hégémones vieillis. Regardons vers l'essentiel, hélas le plus douloureux, la formation des nouveaux conflits internationaux, pour reprendre la formule de Mary Calder ou de Moncler. Qu'est-ce qui caractérise ces nouveaux conflits internationaux? Ils se distinguent de la guerre telle que je la décrivais tout à l'heure sur quelque chose d'essentiel. La guerre était autrefois une compétition de puissance. Les nouveaux conflits sont aujourd'hui une compétition de faiblesse. C'est ça le grand renversement qui marque effectivement notre temps mondialisé, notre temps dit post-bipolaire. Les nouveaux conflits internationaux relèvent d'une surenchère de la faiblesse qui explique que le champ de bataille du monde est déserter le Nord pour aller vers le Sud et quitter l'Europe pour aller vers l'Afrique sahélienne jusqu'au bassin du Congo et vers le Moyen-Orient jusqu'au mont Pamir. Quelles sont ces faiblesses qui structurent l'agenda international aujourd'hui? Quelles sont les trois weaknesses qui viennent ainsi agir comme matrice, comme moteur des nouvelles relations internationales? Faiblesse des États, faiblesse des nations, faiblesse du lien social. Trois facteurs belligènes qui s'opposent à cet unique facteur belligène qui était la compétition de puissance dans le modèle westphalien. L'État, tout le monde le sait, depuis que William Zartman a écrit en collaboration de Collapse State, nous savons comment, effectivement, l'un des facteurs décisifs de ces formes nouvelles de conflictualité se trouve dans l'effondrement de l'État. Effondrement de l'État qui s'explique par les raisons dites tout à l'heure. Les États n'ont jamais été bâtis au Sud après les indépendances. Les États sont faiblement institutionnalisés, les États sont faiblement légitimes. Effondrement de l'État en République démocratique du Congo, effondrement de l'État en République centrafricaine, effondrement de l'État au Yémen, effondrement de l'État en Afghanistan. Deuxième élément, effondrement de la nation, c'est-à-dire du contrat social. On ne dira pas que l'État syrien s'est effondré. Certains pourraient même dire « dommage ». On ne peut pas dire que l'Irak ait une tradition d'État faible. Je ne dirais même pas que l'élément décisif de la crise malienne se trouve dans la faiblesse de l'État malien, même si celui-ci est faible. Là, c'est le contrat social qui n'existe plus. Cet éclatement de l'État-nation, entre guillemets, irakien en trois communautés qui a été la dynamique de la conflictualité nouvelle qui s'est opérée et aggravée à partir de 2003 et dans les années qui ont suivi. Faiblesse de la nation syrienne. Et c'est tout à fait frappant de voir comment le principe même de structuration du conflit syrien se trouve dans cette loi de la fragmentation infinie. La manière dont, par exemple, dans le réduit de l'Arkouta, viennent s'opposer trois organisations d'obédience islamiste, cette sissiparité incessante, cette division incessante, que l'on retrouve dans le cas malien entre le Mali du Nord et le Mali du Sud. Faiblesse de l'État, faiblesse de la nation, faiblesse du lien social. Vieux durkheimien que je suis, j'ai toujours considéré qu'à la base de tout ordre, il y a du lien social. Et là où il n'y a pas de lien social, où le lien social est trop faible, eh bien, il n'y a pas de production institutionnelle, où ces productions institutionnelles sont faiblement légitimes. C'est la troisième pathologie liée à la décolonisation ratée, liée pour une bonne part à
la faiblesse des indicateurs de développement humain. Regardez le classement du PNUD. Sur les 20 derniers en IDH, vous trouverez 15 pays en guerre et en guerre presque récurrente. Mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas seulement la faiblesse du développement humain qui explique la faiblesse du lien social et la conversion de celui-ci en facteur belligène. Vous avez aussi ce problème de la verticalité et de la fragmentarité qui empêche la construction de solidarité horizontale. Sans solidarité horizontale, pas de société civile. Sans société civile, pas d'équilibre d'État, donc pas d'État. Et sans société civile, le risque que toute forme de compétition dégénère en guerre. En tous les cas, en conflit, tant je n'ai pas envie de mêler le concept de guerre ancien à celui nouveau de conflictualité nouvelle. Alors, peu à peu, cette faiblesse a été, et c'est la dernière étape, la source d'invention de stratégies nouvelles. À travers la découverte des vertus de la faiblesse, se sont construites des stratégies politiques nouvelles auxquelles on n'a pas prêté attention, ou plutôt que l'on mettait sur le compte de la folie ou des bad guys, ces fameux bad guys qui seraient responsables de toutes les pathologies pour ne pas voir les césures de notre ordre politique. Alors, ces nouvelles stratégies, ça a été d'abord le soft balancing. C'est-à-dire, face à des plus puissants, on trouve tout un tas de moyens peu coûteux et très pratiques et efficaces en même temps de neutraliser la puissance du plus gros. Ça peut se faire à travers la religion, à travers l'idéologie, la propagande, la pitié, l'importance de la compassion et du marché de la pitié. Et très vite, du soft balancing, on est passé à la nuisance, les stratégies de nuisance, c'est-à-dire convertir la faiblesse en base même de l'arme du pauvre. Et l'arme du pauvre, c'est non pas terrasser au sens clausewitzien du terme le puissant, mais lui faire mal, to be harmful, c'est-à-dire être une source constante de nuisance et donc de coups. Les coups avec un P qui provoquent des coups avec un T, aussi un accent circonflexe d'ailleurs. Et enfin, on en arrive, hélas, à la banalisation d'une forme de violence sociale internationale, cette violence sociale internationale qui n'est plus activée par la compétition des souverains, mais qui est cette fois-ci activée par le résultat de la faiblesse qui correspond parfaitement à la déviance. Sans y prendre garde, nous sommes entrés d'un système international sans normes, c'est normal. Dans le système international parfaitement réaliste, il n'y a pas de normes, il n'y a que des boules de billard, il n'y a que de la compétition, à un système international qui, en l'espace d'une génération, a été surnormé. Et non seulement surnormé, mais normé par toujours les mêmes. Les mêmes valeurs venues d'Occident, le même droit international venu d'Occident, les mêmes repères, les mêmes buts, les mêmes finalités. Eh bien, Durkheim, que j'ai eu la chance d'interviewer, vous pouvez trouver d'ailleurs l'interview que j'ai faite de Durkheim en anglais pour que ça fasse encore plus sérieux, mais ça lui plaisait pas beaucoup, dans le collectif dirigé par Ned Lebo, The Return of the Theorist. Eh bien, dans la vision de Durkheim, on est tout à fait dans une logique d'anomie, c'est-à-dire un système international qui s'est à toute vitesse et très brutalement doté de normes nouvelles dans lesquelles ne se retrouvent pas les individus, ou au contraire, les individus interprètent ces normes comme étant dirigées contre eux, c'est-à-dire on est dans le schéma banal de la déviance, le passage de normes à la transgression de normes et de la transgression de normes à la réaction sociale des dominants. C'est très exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Seulement voilà, et ça va être ma dernière phrase, figurez-vous qu'on ne peut pas combattre la faiblesse par la puissance. Le canon marche contre le canon, mais le canon ne fonctionne pas contre les sociétés et encore moins contre les lambeaux de société et encore moins contre les faiblesses et les pathologies sociales. Donc plus on utilise le canon, plus au contraire, on gonfle les effets dysfonctionnels de la faiblesse. Plus ainsi on sert la soupe aux entrepreneurs de violence qui ont trouvé un travail de rêve dans un monde de cauchemar. Alors, il faut se tourner vers autre chose, c'est-à-dire, puisque le traitement militaire de la weakness politics ne fonctionne pas,
essayons le traitement social. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y aura de très nombreuses questions dans la salle. Les micros circulent. Profitez pour voir. Oui, je vous en prie. T'aurais dû. C'est la weakness police. Alors, levez bien vos doigts, ceux qui ont des questions, qu'on puisse vous repérer. Voilà. À l'extrême gauche. Voilà. À l'extrême gauche, c'est une question de point de vue et de géographie et de position dans l'espace, j'ai bien compris, et pas forcément une qualification politique, voire même une question de lien social. Alors, simplement, c'est un message de sympathie. Aussi. Tout à fait, non, mais j'avais parfaitement intégré, merci. Merci pour votre intervention, Bruno Modica. Un certain nombre de points qui me font réagir tout de suite, notamment sur votre conclusion. Le traitement militaire de la faiblesse ne fonctionne pas. Le traitement social s'impose, c'est votre message terminal, je ne pense pas le déformer. La question qui forcément se pose est dans l'interaction entre les sociétés qui sont aujourd'hui en état de sissiparité, pour reprendre votre expression, et les sociétés qui sont les nôtres, qui certes connaissent des difficultés sociales internes et qui voient dans une certaine mesure les questions d'identité nationale réapparaître, ce qui peut éventuellement contribuer à leur fragmentation, et la nécessaire défense que l'on doit avoir face à ces entrepreneurs de violence dont vous parlez. Je crois qu'à ce moment-là, de mon point de vue, c'est peut-être une adaptation des moyens de riposte et des moyens de défense que nos sociétés doivent mettre en place, qui doit effectivement traiter également cette question-là, même si cela ne remet absolument pas en cause justement la question de la refabrication d'un nouveau lien social, parce que ce lien social est certainement à réinventer. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez posé une question extrêmement forte qui va me permettre de reprendre 40 minutes pour y répondre, parce que c'est extraordinairement complexe. C'est pour ça que je vous prie d'excuser le fait que je n'ai pas eu le temps de le traiter autrement que de manière beaucoup trop lapidaire. Je dirais plusieurs choses. D'abord, vous avez tout à fait raison. Je vous approuve totalement de distinguer l'urgence et le temps long. C'est-à-dire nos sociétés sont menacées de violences dont il ne faut pas non plus, comme on a tendance médiatiquement à le faire, à exagérer l'importance. Je veux dire, les accidents de la route tuent beaucoup plus que le terrorisme. Et quand on sait que la faim dans le monde tue chaque année 9 millions de personnes, le terrorisme, c'est une petite goutte, mais c'est quand même une goutte de sang. Et y aurait-il qu'une seule personne, cette personne doit absolument être protégée. Donc, je ne récuse pas du tout l'idée d'avoir une politique de sécurité qui repose notamment beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui sur le renseignement et sur la tentative de neutraliser les actions de violence qui sont menées sur le territoire ou sur celui d'autres d'ailleurs. Mais il faut savoir qu'en faisant ça, on ne règle pas le problème. C'est exactement comme en cas d'hémorragie, placer un garrot. On ne règle pas le problème. Et si on le fait mal, ce qui, me semble-t-il, est le cas aujourd'hui, on aggrave le mal. C'est-à-dire, je crois, pour prendre un raccourci, malheureusement on n'a pas de temps, donc je ne peux pas être dans la nuance, mais le G5 Sahel, c'est une erreur grave. Comme le Mali, ça a été une erreur grave, parce que ça a créé les bases d'un sursaut, d'une violence aggravée. Donc il faut faire très attention lorsqu'on a ces politiques de sécurité. Il faut maintenir, par exemple, les portiques de sécurité dans les aéroports, même si ça nous barbe. Il faut activer nos services de renseignement pour déjouer les tentatives d'attentats. Et ça s'est fait, et c'est bien que ça se soit fait. Mais il faut faire attention à l'usage que l'on fait de l'instrument militaire, et notamment de son usage projectif. Et c'est là que je pense que, contrairement à l'adage,
l'expédition au Mali n'a pas renforcé la sécurité de la France, elle l'a au contraire mise en danger. De même, bien sûr, l'expédition en Libye. Mais surtout, ce que je pense, c'est que lorsque on se livrait à la guerre, jadis, on était dans une situation de compétition infinie de puissance. Il n'y avait rien à faire au-delà de la guerre. La guerre venait rectifier des équilibres de puissance et venait consolider les États. La guerre, c'était tout bénéfice, y compris pour le vaincu, dans le modèle westphalien. Et donc, le traitement de la guerre se limitait à la guerre. Aujourd'hui, les racines de cette déstabilisation de l'ordre international ne sont pas à trouver dans la compétition, mais justement peut-être dans l'impossible compétition. Et donc, s'il n'y a pas une rectification sociale profonde, eh bien, ce mal va s'aggraver. Alors, cette rectification profonde, vous dites, elle est entravée effectivement par l'état de désinstitutionnalisation de ces sociétés. Vous avez tout à fait raison. La non-réactivité de l'État malien aux accords d'Alger de 2015 est un très bon exemple justement de l'impuissance, de l'incapacité de ces systèmes à réagir et à se réformer. Mais il y a un mot qui est là, je n'ai pas eu le temps d'employer, et qui est la réponse à cela, c'est multilatéralisme. Les actions réellement multilatérales ont l'avantage sur les actions unilatérales ou bilatérales de neutraliser la puissance. Et notamment, on ne regarde jamais les trains qui arrivent à l'heure, parce que le mien est arrivé avec 1h30 de retard tout à l'heure, mais les succès formidables du multilatéralisme sur le plan du développement humain. Moi, je ne comprends pas que l'on ne rende pas chaque matin hommage au travail de l'OMS et de son travail de vaccination qui a permis d'éradiquer la variole en Afrique, par exemple. Et je ne comprends pas qu'on ne rende pas hommage tous les matins au PNUD, qui a fait un travail en matière de développement humain absolument extraordinaire, et au PAM, qui a permis de stabiliser le nombre d'affamés dans le monde, 825 millions, alors qu'entre-temps, la population mondiale avait doublé. Ce qui prouve bien qu'un multilatéralisme social, c'est ça le traitement social, un multilatéralisme social bien pensé, et il pourrait peut-être encore faire mieux d'ailleurs, peut être une vraie solution. Car je pense qu'effectivement, dans des situations de détresse humaine moindre que celle que nous connaissons actuellement, eh bien, le risque d'effet belligène de la faiblesse s'en trouverait amoindri. D'abord, la faiblesse, comme dirait M. de la Palisse, elle serait moins faible. Voilà, donc je pense, c'est tout. Pardon de répondre si brièvement à une question aussi vaste, n'est-ce pas, et aussi dense, mais voilà les pistes. Une autre question ? Madame ? Jean-Pierre Planche. D'abord, merci infiniment pour votre remarquable exposé. Je ne vous vois pas. Il y a une seule question. Je ne vois pas. Ah, d'accord, merci. Vous avez cité que la France était un pays colonisateur et que sa décolonisation avait été ratée complète. Vous l'avez cité plusieurs fois. Oui, pas seulement la France, tous les pays ont raté leur décolonisation. Non, je voulais vous poser la question. Et l'anglaise ? Pareil. Ce que je vous ai donné, le tableau que je vous ai donné de la décolonisation, là encore trop rapide, c'est effectivement l'échec dans la construction de l'État, l'échec dans la construction de la nation, et ce que je n'ai pas eu le temps de traiter, qui est très important, l'échec de l'intégration de ces nouveaux États dans la gouvernance mondiale. À mesure que la communauté internationale passait de 51 membres à 193, la communauté internationale se reconstituait sur un mode oligarchique autour du G7, du G7 plus 1, du G8, du G8 moins 1, du P5, des groupes de contact. Tout était bon pour exclure les nouveaux États de la gouvernance mondiale. Nous le payons. Regardez le premier groupe de contact qui s'est constitué sur la crise libyenne, à la conférence de Londres, mars 2011. Il n'y avait qu'un seul État africain, le Maroc, qui ne se distingue pas par une diplomatie très indépendante de la diplomatie occidentale. Mais il n'y avait pas le Nigeria, il n'y avait pas l'Afrique du Sud, il n'y avait pas l'Égypte, il n'y avait pas la Tunisie, etc., etc. Mais il y avait la Bulgarie et il y avait l'Australie. Moi, je veux bien qu'on considère que l'Australie a des intérêts vitaux en Libye.
Enfin, j'aurais tendance à considérer que le Nigeria, qui va être la 3e puissance démographique du monde bientôt, avait son mot à dire. Donc, la décolonisation, elle est ratée de chez ratée par tout le monde. Excusez-moi, mais les Anglais n'ont jamais été en guerre avec l'Inde. L'Inde, comme nous, on a été en guerre vous pensez que la décolonisation de l'Inde a été réussie? Vous êtes un sacré optimiste. Oui, bon, ils ne sont pas battus. Les Anglais, ils n'ont pas envoyé des troupes aux Indes. Les millions de morts, les dizaines de millions de déplacés, cette partition qui a abouti à des conflits permanents entre le Pakistan, l'Inde et ensuite le Bangladesh. C'est autre chose. Ça, c'est c'est pas autre chose, c'est la décolonisation. C'est le processus de décolonisation qui en est responsable. Que diable. Et les Mao Mao au Kenya, c'était rien? C'était juste pour la Queen of Africa? Non. Match nul, hein. France-Angleterre 0-0. D'accord. Merci. On va passer à une autre question ici, madame. Merci. Ça s'écoute? Ok. Bon, merci beaucoup pour votre exposition. Je suis Rocio, je viens de l'Argentine. Et j'ai 2 questions. La première, c'est surtout sur votre affirmation qu'on a passé d'une politique de puissance à une politique de faiblesse. Et la deuxième, c'est surtout sur votre analyse des relations internationales, dans la théorie même. Donc, ma première question, c'est si est-ce qu'on peut affirmer qu'on a passé d'une politique de puissance à faiblesse, ou si est-ce qu'on peut aussi penser qu'on est en train de voir une transformation des acteurs, si est-ce qu'on peut penser que les acteurs plutôt économiques, une spéciale référence à les entreprises liées à Internet, sont aujourd'hui les acteurs avec plus de pouvoir et qu'ils sont encore dans une logique de puissance. Et si est-ce qu'on peut observer que c'est aussi un écosystème d'anarchie et que c'est une dynamique surtout westphalienne, et si on considère surtout les marchés et l'industrie d'Internet, comment ça a été la logique westphalienne entre les États quand ont commencé cette dynamique dans les passés. Et ma deuxième question, c'est, on parle des puissances ou faiblesses, et quel endroit ou quelle place est-ce qu'on peut donner à les concepts de coopération dans les relations internationales et la théorie depuis l'apparition de la game theory, la théorie des jeux, surtout depuis John Nash, où on peut challenger la notion de logique westphalienne, les jeux de somme zéro, je ne sais pas comment c'est dit en français, et surtout... Jeu à somme nulle. Ok. Surtout dans les matières nucléaires, qui on peut observer la coopération, les multilatéralismes, comme vous avez mentionné, et aussi en face des problèmes climatiques qu'on est en train de présencier dans ces moments-là. Merci. Merci beaucoup à vous. Vous dites beaucoup de choses sur lesquelles je me retrouve totalement. Bon, on est en train d'épuiser tout le programme de relations internationales et au-delà en 1 heure. Donc effectivement, c'est un peu vertigineux et pardon des sens interdits que je dois prendre et des raccourcis que je dois m'imposer et vous imposer. Sur le premier point, vous avez tout à fait raison. Ce n'était pas mon propos de le développer ici, mais c'est dans la parfaite logique de tout cela, de dire que le power politics, avant d'être défié par le weakness politics, a été défié de l'intérieur par la complexification de la notion de puissance. Ça, c'est en quelque sorte la première révolution dans le paradigme des relations internationales, qui a été longtemps dominant, presque monopolistique autour du réalisme, puis les libéraux s'en sont détachés au nom de ça, c'est-à-dire en disant mais il y a aussi un marché là-bas. Et au-delà des libéraux, précisément en 1990, comme par hasard, quand James Rosno a sorti son livre Tolerance and World Politics pour fonder la théorie des relations transnationales, il a dit mais attendez, la puissance, elle est de moins en moins contrôlée par les seuls acteurs étatiques. Donc effectivement, il y a ce
ce qu'on appelait dans les années 80 et 90 une diversification des registres de puissance qui rend le modèle westphalien difficilement opératoire. Moi, ce que je vous présentais, c'est encore après ça, c'est-à-dire après cette diversification, vous avez tout à fait raison de souligner, du registre de puissance, où la puissance économique l'emporte quelquefois sur la puissance militaire, la puissance technologique, voire la puissance culturelle, etc., et suscite des acteurs qui peuvent défier les États. Vous avez totalement raison. Bon. Après, je dis, mais c'est même maintenant le pouvoir en soi qui est attaqué. Alors, quel est le repère pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous? Quand je dis qu'on passe d'une politique de puissance à une politique de faiblesse, je me pose la question, qu'est-ce qui fait l'agenda international? Qu'est-ce qui crée l'événement? Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que pendant toute la période westphalienne, en gros du XVIIe jusqu'au XXe siècle, ce qui crée l'événement, c'était la puissance, c'était la compétition de puissance. Ah, le jeu de gladiateur, dirait Hobbes. Maintenant, qu'est-ce qui fait l'agenda? C'est la faiblesse. La puissance est réactive face à des acteurs qui sont infiniment moins dotés que lui. Qu'est-ce qui a marqué la première décennie du 21e siècle? Qu'est-ce qui l'a le plus marqué? George W. Bush ou Osama Ben Laden? Qu'est-ce qui a été le plus structurant? Que ça plaise ou que ça plaise pas, hein, c'est pas du tout en termes normatifs que je me pose, mais en termes effectifs. Bon, effectivement, on s'aperçoit que ce sont des acteurs qui ne disposent pas des mêmes ressources de puissance que les États avaient, surtout quand ils étaient des superpuissances. Alors, sur cette base-là, il faut bien opérationnaliser le concept de faiblesse, c'est-à-dire voir comment ce concept de faiblesse crée l'agenda, le renouvelle, le transforme. Alors, votre deuxième question ouvre un chapitre qui est absolument passionnant, que je n'ai même pas entrouvert dans ma conférence, parce que ça nous mènerait extrêmement loin, de dire, mais si véritablement on sort de la grammaire traditionnelle de la puissance, il faut revoir toutes nos théories, et notamment, vous avez tout à fait raison, l'usage du rational choice, parce qu'il faut repenser la rationalité, et ce rapport au paradigme du jeu à somme nulle. Vous distinguez quelque chose que, comme vous, je crois absolument essentiel, qui est la théorie de la coopération. Moi, en tant que citoyen, je voudrais que la théorie des relations internationales aille vers la théorie de la coopération, justement pour embrayer sur ce multilatéralisme effectif. Alors, il y a quelque chose dans la théorie de la... C'est la base de la coopération, c'est l'idée que ajuster les attentes des uns et des autres crée chez les acteurs une satisfaction plus grande que rechercher individuellement la satisfaction de leurs propres besoins. Il y a une façon empirique de vérifier ça, qui est le coût. Qu'est-ce qui coûte moins cher? Faire la guerre en Irak, 1 000 milliards de dollars, ou avoir une stratégie coopérative avec l'Irak? Bon, moi, l'élection présidentielle aux États-Unis en 2008 et en 2012 a répondu à cette question en disant que la stratégie coopérative est plus économique. C'est probablement par idéalisme que beaucoup ont voté pour Obama, mais c'est aussi par calcul, par raison. 1 000 milliards de dollars, c'était l'avoir des bons de trésor chinois, l'avoir chinois, pardon, en bons de trésor américains à cette époque, comme si c'était la Chine qui avait financer toute la guerre en Irak. Ça ne va pas, ce genre de choses. Bon, donc, il y a, je pense, dans un univers qui reste un univers de rationalité. Vous savez, il ne faut pas oublier que même l'entrepreneur de violence est un entrepreneur éminemment rationnel et qui sait que sa stratégie de violence est extrêmement rémunératrice. Pourquoi est-elle extrêmement rémunératrice? Parce qu'elle mobilise des moyens peu coûteux et que face à des vieilles puissances qui ne comprennent rien, c'est d'autant plus facile de gagner. Donc, effectivement, l'entrepreneur de violence est un acteur très rationnel actuellement. Bon, il y a des stratégies coopératives très rationnelles, notamment parce que peu coûteuses, qui devraient permettre de renchérir les coûts pour l'entrepreneur de violence. Il y a toute une piste, mais trouvez-moi un décideur raisonnable dans le monde actuel, vous lui expliquez ça et vous allez le convaincre en 5 minutes. Mais il n'y en a pas. Bon, eh bien, c'est sur cette dernière phrase de conclusion que nous allons devoir finir cette conférence. Merci.